bonjour à tous. Merci de cette invitation. Moi, j'aime bien être au CNAM parce que, avant d'être à Dauphine, j'ai été au CNAM. J'ai été maître de conf dans cette institution. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'ici, on enseigne à des gens qui travaillent la journée. L'inconvénient, c'est qu'on commence ses cours à 7 heures le soir et qu'on les termine à 10 heures. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de la neutralité climatique et plus précisément comment est-ce qu'on peut l'atteindre à travers deux grandes transformations qui concernent le carbone fossile, le carbone vivant, qui est le titre de mon dernier ouvrage que vous trouverez à la fin de la conférence, si vous le souhaitez, dans l'entrée. Alors, juste un rappel qui est très simple. Ce qui réchauffe la planète, ce n'est pas le flux annuel de nos émissions, c'est l'augmentation du stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Donc, tant qu'on n'a pas stabilisé le stock, la planète continue de réchauffer. Et c'est quoi la neutralité climatique? C'est un état futur dans lequel on va précisément arriver à stabiliser ce stock en ramenant le flux de nos émissions brutes à la capacité de la nature à absorber le CO2 et à la capacité du système naturel à éliminer les autres gaz à effet de serre en fin de vie. Donc c'est un enjeu majeur et l'accord de Paris sur le climat fixe des objectifs de neutralité climat globale au sens du GIEC. Au plus tard, en 2070, si on veut réduire le réchauffement climatique dans la zone des 2 degrés et dès le milieu du siècle, si on veut atteindre un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré. Pour arriver à la neutralité climatique, si on revient maintenant sur Terre, là on était dans l'atmosphère, on revient sur Terre, nos sociétés ont en réalité deux immenses transformations à opérer. L'une concerne le carbone fossile, l'autre le carbone vivant. Et évidemment, ces deux transformations sont interdépendantes. Concernant le carbone fossile, c'est bien connu maintenant, 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont à l'origine de l'utilisation de 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui fournissent aujourd'hui de l'ordre de 80% de l'énergie consommée dans le monde. Donc, on n'a aucune chance d'arriver à la neutralité climat si on ne réduit pas massivement ces émissions liées au carbone fossile. Et pour nos sociétés, ça veut dire, grosso modo, nous débarrasser de notre addiction aux énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant la transition énergétique, mais ce n'est pas une transition, c'est une véritable transformation, c'est un changement logiciel. Aujourd'hui, le système énergétique mondial fonctionne à partir de 3 sources qu'il nous faut retirer du système en quelques décennies. Sous l'angle économique, ça veut dire qu'il va falloir investir dans de nouvelles sources d'énergie, mais surtout désinvestir de tous les actifs économiques qui sont utilisés pour produire et consommer de l'énergie fossile. Alors, j'ai illustré cette transformation sur le carbone fossile par 2 figures. Vous avez à gauche la première éolienne qui a tourné au Danemark, qui fournissait du courant et qui était rattachée au réseau électrique. Ça date des années 50 et ça a tourné pendant 35 ans. Donc ça veut dire que les technologies qui permettent de capter les énergies de flux, le vent ou le soleil, sont très anciennes. Et puis, à droite, c'est la plus grande plateforme gazière au monde, qui est en train d'être tractée au large des côtes de la Norvège pour exploiter du gaz naturel. Un objet comme ça vaut de 8 à 10 milliards d'euros. C'est rentré en production en 2020. Donc vous voyez qu'on n'investit pas de 8 à 10 milliards d'euros pour quelque chose qu'on va arrêter dans 5 ou 10 ans. Ça va être le problème principal
de la transition énergétique dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais imaginez qu'en 2050, nous ayons totalement éliminé les émissions liées au carbone fossile. Serions-nous automatiquement en neutralité climat? Tout dépend de ce que nous allons faire sur le deuxième front de la transition climatique qui concerne non plus le carbone fossile, mais le carbone vivant, illustré par les deux images qui présentent des systèmes agricoles plutôt vertueux dans des activités fortement émettrices. Vous avez à droite une rizière au Nord-Vietnam qui émet en culture intensive pas mal de riz sans pratiquement émettre de CO2, sans pratiquement émettre de méthane, pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'inonde pas la rivière. On va juste apporter les éléments d'eau quand la plante en a besoin. La culture du riz dans le monde est la deuxième source d'émissions de méthane d'origine agricole. Et puis à gauche, vous reconnaissez un ruminant, les vaches. Tous les ruminants, qu'il s'agisse des vaches, des moutons, des chèvres, sont de petites usines à méthane, parce qu'elles ont plusieurs estomacs et elles ruminent toute la journée. Ça fait de la fermentation anaérobique, ça rejette du méthane. Donc le carbone vivant, ça concerne en premier lieu les émissions des systèmes agricoles qui ne sont pas celles résultant de l'usage d'énergie fossile par les agriculteurs, mais les impacts des systèmes agricoles sur le milieu naturel. Principalement sur les sols, via la fertilisation azotée et via les systèmes d'élevage pour le méthane. Et puis via les rejets de CO2 par les sols lorsqu'on les laboure profonds, lorsqu'on ne maintient pas un couvert végétal. Ça représente un peu moins de 15%, ça représente même 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, si je tiens compte des émissions qui sont liées à la gestion des déchets en fin de cycle, le méthane dans les décharges. Et puis il y a une deuxième source d'émissions du carbone vivant qui correspond à la façon dont on traite le couvert végétal, notamment les forêts. La déforestation n'a pas commencé en 1950 au Brésil. Elle existait déjà, elle est décrite par les grands historiens français au XIe siècle en France. Il y avait déjà le combat du paysan contre l'arbre. Pourquoi? Pour étendre les superficies consacrées à la culture et à l'élevage. De tout temps, la première cause de déforestation a été l'extension des terres utilisées pour l'agriculture et pour l'élevage. C'est encore le cas aujourd'hui sur les trois grands bassins de déforestation tropicale que sont l'Amazonie, le bassin du Congo en Afrique subsaharienne et l'axe de l'arc forestier en Indonésie et sur l'Asie-Pacifique. Donc on n'arrêtera pas la déforestation tropicale si on n'agit pas sur les systèmes agricoles qui sont à l'origine de la déforestation. Vous voyez combien la réorganisation des systèmes agricoles, la transformation des systèmes agricoles joue un rôle majeur dans tout ce qu'il nous faut opérer sur le carbone vivant. Je termine cette présentation globale en rappelant que, bien évidemment, les deux transformations ne sont pas indépendantes, puisqu'on utilise aussi le carbone vivant pour produire de l'énergie. Chaque fois qu'on met une bûche dans une cheminée, on utilise de la biomasse. Lorsqu'on utilise du matériel vivant pour faire des biocarburants, lorsqu'on produit du biométhane. Mais ce qui est très frappant, c'est que si vous regardez les grands scénarios énergétiques, par exemple ceux qui sont faits par l'Agence de l'énergie, ceux qui sont faits en France, etc., à la fin, on vous dit qu'il y a une masse d'émissions incompressibles par le carbone fossile, et ces émissions incompressibles, on va les compenser par des techniques qui sont soit des techniques artificielles, mais qui sont très souvent des techniques qui vont utiliser la capacité d'absorption du milieu naturel. Et en réalité, on réfléchit cette question comme si la capacité de régénération, la capacité d'absorption du milieu naturel pouvait s'adapter aux besoins laissés par la quantité résiduelle d'énergie fossile. Bien évidemment, c'est l'inverse. Il nous faudra ajuster notre transition énergétique pour que le montant des émissions résiduelles ne soit inférieur à la capacité d'absorption de la nature. Et beaucoup de méthodes préconisées sont assez illusoires. Par exemple, dans la stratégie nationale bas carbone en France, on estime qu'en 2050, on pourra assez significativement absorber
du carbone d'origine fossile grâce aux produits de bois, hein, les charpentes, les meubles, hein, ce magnifique bureau hein, qui reflète une époque hein, du CNAM, hein, ça contient du carbone. Mais c'est une illusion. Parce que bien évidemment, le carbone ne peut pas être stocké à la fois par la forêt, carbone vivant, et par les produits bois. Donc si vous retirez du carbone de la forêt pour faire des poutres ou des meubles, la capacité d'absorption de la forêt va être au moins pendant un certain temps diminuée. Donc vous voyez que c'est extrêmement important d'avoir en tête ce rôle du carbone vivant dans le bouclage des scénarios énergétiques. Bon, j'accélère un peu parce que si je reste sur ce rythme-là, je ne vais pas beaucoup dépasser, surtout si je vais dans le mauvais sens. Alors, je vais maintenant axer la présentation plus sur le carbone fossile, puisque le thème de cette conférence, c'est l'énergie. Mais on reviendra après, en conclusion, sur le carbone vivant. Bon. La transition énergétique, je vous ai dit que ce n'est pas une transition, c'est une révolution, c'est un changement de logiciel. Depuis 150 ans, nous sommes dans des transitions énergétiques permanentes dans lesquelles on ajoute les sources d'énergie les unes sur les autres. En 1850, notre système énergétique était essentiellement, quasi exclusivement basé sur la biomasse. On a rajouté le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. On a ensuite rajouté le pétrole, on n'a pas enlevé le charbon. On a rajouté le gaz, on n'a enlevé ni le charbon ni le pétrole. Donc on est dans une logique de l'addition, hein, de l'empilement des sources d'énergie. Cette logique, elle a permis d'accroître la quantité d'énergie massivement. Depuis 100 ans, on a multiplié par pratiquement 9 la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Et c'est ça qui a permis la consommation de masse, etc. Qu'est-ce que nous dit le GIEC? Graphique de droite, c'est le même, mais c'est plus l'histoire, c'est les scénarios qui ramènent le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Il faut passer de cette logique de l'addition à une logique de soustraction. Il faut enlever des sources d'énergie. Et pas des sources secondaires, il faut enlever des sources d'énergie qui, aujourd'hui, produisent 80% de l'énergie mondiale. Et donc, ça veut dire, sur le plan économique, un double mouvement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'un côté, il va falloir investir dans les systèmes bas carbone, à la fois sous l'angle de la production des sources d'énergie, et puis aussi sous l'angle de tous les instruments qui permettent d'utiliser ces énergies. Un véhicule électrique, ça ne marche pas avec un moteur thermique. Hein. Une pompe à chaleur, ça ne fonctionne pas comme une chaudière à mazout, donc il faut changer tous ces actifs productifs. Il faut donc à la fois investir et désinvestir. La thèse principale de mon ouvrage, Carbone fossile, carbone vivant, sur l'énergie, c'est que nos sociétés capitalistes, avec beaucoup de variantes, hein, il y a des capitalismes privés, des capitalismes d'État, des capitalismes régulés, etc., ça va assez bien investir. Et quand on met des bonnes incitations, si par exemple on mettait un bon prix du carbone, ben la totalité des capitalistes investiraient dans le bas carbone. Elles ne savent pas désinvestir. Et donc c'est véritablement le nerf de la guerre sur la transition énergétique, ça va être de passer au désinvestissement. Et voyez les enjeux de la COP. Vous savez, il y a la COP climat qui se tient dans quelques semaines à Dubaï. Quel est le problème numéro 1? Quel va être le calendrier de sortie du pétrole, du gaz? Autrement dit, à quel moment on va commencer sérieusement à désinvestir? Un certain nombre de militants aujourd'hui sont très méfiants par rapport à cette COP qui se tient dans un pays pétrolier, et notamment présidé par un président de la COP, qui est le ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis, qui est aussi le président de la compagnie nationale pétrolière. Et donc, il y a même des appels au boycott. Mais si on regarde de plus près, ce président de la compagnie nationale, il est aussi le fondateur et le président de la plus grande entreprise d'énergie renouvelable du Proche-Orient, Masdar, qui est l'un des 5 leaders mondiaux de développement des énergies renouvelables aujourd'hui. Et donc vous voyez que, en fait, les Émirats arabes unis ont déjà amorcé la phase d'investissement sur les énergies alternatives, les énergies de flux qui n'émettent pas de CO2. Et toute la question de savoir à quel moment ils vont être capables d'engager le désinvestissement.
Je vais y revenir dans un instant. Je vais revenir tout de suite, même en sautant le slide suivant, je reviendrai après. Je crois que le désinvestissement des énergies fossiles se présente assez différemment suivant les sources. Sur le charbon, il a déjà commencé. Alors en France, on a la fâcheuse tendance à réfléchir les problèmes du monde à partir de notre situation. On s'imagine le charbon, c'est l'énergie du 19e siècle, hein, Émile Zola, la Germinal, etc. Bon, non, le charbon est la principale source d'énergie dans le monde jusqu'en 1960, et même un peu plus, jusqu'au milieu des années 60. Et c'est encore une source d'énergie massivement utilisée dans une partie du monde. Donc la sortie du charbon, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, l'utilisation du charbon pour fabriquer de l'électricité et produire de l'acier, c'est la première source d'énergie, la première source d'émissions de CO2 dans le monde. Ça, c'est loin. Mais ce qui est encourageant, c'est que le désinvestissement sur le charbon a démarré. Il a démarré depuis à peu près 20 ans, hein, depuis le milieu des années 2000. Ça s'accélère. Même Donald Trump n'a pas réussi à ralentir le mouvement hein, durant ces 4 années passées aux... Et on voit bien que la Chine est probablement au seuil du démarrage du désinvestissement sur le charbon. Hein. La Chine, qui a de très loin été le pays qui a le plus investi dans les énergies bas carbone, aujourd'hui, a déjà sans doute amorcé son désinvestissement qui va s'accélérer sur le charbon. Donc, sur le charbon, on est sur la bonne direction, on n'est pas sur le bon rythme. Il faut accélérer le rythme du désinvestissement dans le charbon. Ça ne pose pas des problèmes énormes en France, quoique on a encore beaucoup de charbon utilisé dans nos 2 centres sidérurgiques, à Dunkerque et à Fos. Ça en pose quelques-uns plus à l'est, hein, en Allemagne et surtout en Pologne. Ça pose d'énormes problèmes dans des pays comme l'Indonésie, etc. Bon. Pétrole et gaz, là, on n'a pas commencé le désinvestissement. Et c'est, je crois, le principal enjeu de la prochaine étape sur la transition énergétique. Quand allons-nous commencer à désinvestir massivement de notre dépendance au pétrole et au gaz ? Vous voyez comment un pays, vous voyez comment l'Europe a réagi à la crise ukrainienne sous l'angle énergétique. On a réinvesti massivement dans des infrastructures pour importer plus de GNL, du gaz naturel liquéfié. Même quand ce gaz est produit dans les pires conditions en extraction du gaz de schiste aux États-Unis, qui est devenu le premier fournisseur de GNL en France. On a réagi en accélérant la délivrance de permis d'exploitation et d'exploration en mer du Nord, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Norvège, par ailleurs parangon hein, de la vertu écologique. Hein. Donc le problème de sortie de la dépendance au pétrole et au gaz, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement le président de la COP28 à Dubaï, c'est un problème qui nous concerne tous. On voit bien le débat, par exemple, sur la stratégie d'une société comme Total Energy, sur lequel je ne vais pas revenir. Mais pour moi, c'est vraiment la marche la plus compliquée à franchir, hein, c'est comment accélérer notre sortie des énergies fossiles, ce qui veut dire bouger beaucoup de capital. Alors, capital financier, je ne suis pas trop inquiet pour les financiers, hein, j'ai travaillé pas loin de 10 ans à la Caisse des dépôts, donc je sais comment ça marche. Bon. Les financiers gèrent tout en fonction du risque, hein, donc il faut qu'ils sauront retirer leur billet à temps. Capital physique, ça c'est très important. La durée de vie des infrastructures énergétiques est très longue. Donc, quand on envoie une plateforme gazière de 8 à 10 milliards d'euros en mer du Nord, ça coûte horriblement cher si on arrête l'exploitation au bout de 10 ou même de 20 ans. Capital humain. C'est le nerf de la transformation, c'est le point le plus important. Ce n'est pas les mêmes jobs, ce n'est pas les mêmes qualifications dont on va avoir besoin dans une économie bas carbone que dans une économie carbonée. Je dis 2 mots sur les nouveaux renouvelables. On appelle ça les nouveaux renouvelables, les énergies de flux, hein, qui consistent grosso modo à fabriquer de l'électricité à partir du vent ou à partir du soleil. Il y a une révolution majeure
c'est qu'au cours des 2 dernières décennies, la façon la moins coûteuse de produire de l'électricité, maintenant à peu près partout, c'est de le faire à partir du soleil ou du vent. Parce que les techniques de rupture qui permettent de faire cette production électrique à partir du soleil ou à partir du vent, elles sont présentes depuis très longtemps. À la fin du XIXe siècle, à peu près toutes les techniques de rupture en matière énergétique apparaissent. L'ampoule à incandescence, j'espère qu'elles sont plus à incandescence, de Edison, la génération électrique à partir du charbon ou des autres fossiles, les réseaux électriques, les panneaux photovoltaïques. Vous avez en haut à gauche le premier panneau photovoltaïque sur un toit, Manhattan, 1886. La première éolienne qui transforme du vent en électricité, années 80, également aux États-Unis. La première pile à combustible, et aujourd'hui on parle beaucoup de la pile à combustible qui permet de faire rouler des véhicules terrestres à partir de l'hydrogène, milieu des années 1850. Quant à la batterie, Volta, c'est le début du XIXe siècle. Donc toutes les technologies de rupture qui permettent de développer des énergies de flux sont disponibles à la fin du XIXe siècle. Pendant 1 siècle et demi, les fossiles vont gagner toutes les batailles des coûts. En 1910, Madame Henry Ford, l'épouse du fameux industriel qui a fait la société Ford, roulait en véhicule électrique à Manhattan. Il y avait déjà une bataille entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. C'est les fossiles qui l'ont gagné. Et on a construit l'industrie automobile mondiale sur le moteur à combustion interne. Donc, il y a cette grande révolution du côté des coûts, du côté du stockage de l'électricité. Ça dope énormément l'investissement qui va encore s'accroître. Si vous regardez, par exemple, le dernier rapport de l'AIE, on voit que sur l'investissement, effectivement, ça va très fort, surtout parce que le pays qui a fait écraser les coûts, il s'appelle la Chine, et il ne l'a pas fait parce qu'il a une main-d'œuvre bon marché. Il n'y a pratiquement pas d'ouvriers dans les usines qui fabriquent les panneaux photovoltaïques. Il l'a fait en élargissant la taille de l'échelle des productions. C'est l'industrialisation des systèmes de fabrication des éoliens ou des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques qui a fait cette révolution économique. Il me reste 3 minutes, à peu près, pour terminer. Donc, je vais sauter ce slide, parce que je n'ai pas le temps. Et je vais terminer maintenant sur le carbone vivant et son lien avec la transition énergétique. Vous voyez qu'on est un peu sur une course de vitesse. Le problème, c'est qu'on est sur une course de vitesse avec une longueur de marathon. Vous voyez, moi, je suis marathonien, donc je peux vous dire que je fais pas le marathon en faisant une course de vitesse. Je fais le marathon en conservant mon énergie jusqu'à la fin. Donc c'est ça qui va être difficile pour la transition agroécologique, c'est pour la transition climatique, c'est qu'il faut faire un marathon avec un rythme de 100 mètres. Bon, l'une des questions majeures à mes yeux, c'est comment on va articuler la transition énergétique et la transition agroclimatique qui concerne le carbone vivant, les forêts, la capacité de stockage des forêts, des océans et la réduction des émissions du carbone vivant liées au système agricole. Et là, non seulement on n'est pas dans les temps, mais on n'est pas dans la bonne direction. On n'est pas dans la bonne direction. Vous voyez, sur la transition énergétique, on est dans la bonne direction, on n'est pas dans le tempo. Sur la transition agroécologique, on n'est tout simplement pas dans la bonne direction. Et l'un des exemples les plus frappants, et je terminerai par là, c'est la capacité de stockage des forêts. J'ai enseigné pendant longtemps, moi j'enseigne l'économie du climat depuis 2003. Donc j'ai enseigné pendant assez longtemps que le problème de la forêt, c'était les forêts tropicales, parce qu'on réduisait les superficies à cause de l'empreinte. Et que les forêts tempérées, effectivement, élargissaient en surface. C'est ce qui se passe en France, on continue à élargir les massifs forestiers en surface, mais la croissance des arbres est perturbée par une rétroaction climatique. Les chocs climatiques à répétition, les sécheresses, l'augmentation de la température, les tempêtes et surtout la remontée des invasifs altèrent la capacité de stockage des forêts tempérées et des forêts boréales. Vous le voyez sur
ce slide en haut à gauche. Là c'est une illustration. C'est des attaques de scolites dans la forêt vosgienne. Les scolites remontent comme beaucoup de petits êtres vivants. Et les arbres, eux, ils se déplacent beaucoup plus lentement que les insectes. Donc ils ne sont pas armés pour se défendre contre ce type d'invasif. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Le résultat, c'est que malgré la poursuite de l'élargissement des forêts, on a depuis 10 ans une diminution assez rapide de la capacité de stockage des arbres. Et donc, on est à contresens. On est à contresens. Vous voyez, quand on a fait en France l'affaire du siècle, on a mené le gouvernement français devant le Conseil d'État, on dit c'est pas assez rapide sur la baisse des émissions brutes, mais on peut aussi poursuivre le gouvernement français sur ce volet carbone vivant. Là, tout simplement, on est dans la mauvaise direction. Donc, pour nous résumer, la transition énergétique est un enjeu majeur. Il faut, sa plus grosse difficulté, ça va être la capacité à désinvestir massivement des actifs carbonés, mais ce n'est pas tout. Le carbone vivant est fondamental et là, on n'en est vraiment aux prémices de cette grande transformation agroclimatique qu'il nous faut opérer pour atteindre la neutralité climat. Merci beaucoup de votre attention, vous qui êtes si peu nombreux, mais bon. Si je peux me permettre deux petites questions. La première, quand on regarde certaines énergies renouvelables, je pense géothermie, solaire, éolien, les marges dégagées sont assez faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que dans le cas des énergies fossiles. N'est-ce pas là une des raisons pour lesquelles la transition risque d'être plus lente qu'espérée? Et deuxième question, qui n'a à vrai dire rien à voir avec la première, quel est votre avis sur ces projets de réindustrialisation, de rapatrier entre guillemets aussi, parce que la production de panneaux solaires en Europe ou aux États-Unis dans le cas de l'IRA? Merci. Alors, la première question me conduit à compléter la présentation par un point que je n'ai pas indiqué, mais qui est essentiel pour les économistes, c'est que la meilleure façon d'accélérer la transition et d'augmenter les marges des producteurs d'énergie renouvelable, c'est de tarifer correctement le CO2. Si on mettait dans le prix des énergies fossiles le coût climatique des émissions du carbone fossile, on aurait systématiquement des marges supérieures dans toutes les énergies renouvelables. Néanmoins, ce qui est... Alors, je donne un exemple parce que ça évolue très vite. Quand j'ai fait mes premiers cours d'économie du climat, j'expliquais à mes étudiants que pour monter un panneau photovoltaïque sur un toit à Hambourg, il fallait à peu près une subvention équivalente à 600 à 800 tonnes d'euros par CO2. Aujourd'hui, quand vous faites la même opération, vous remplissez des caisses de l'État allemand. Donc on a eu une inversion énorme sur certains secteurs, donc c'est ça aussi qui porte les choses. La réindustrialisation, moi j'aime pas beaucoup le terme réindustrialisation, parce que ça laisserait penser que on avait plein d'industries et que cette industrie elle a été volée par d'autres et notamment volée par les Asiatiques. Bon, l'histoire est très différente de ça, notamment avec la Chine. L'histoire, c'est que à la fin du XIXe siècle, on a fait une guerre qui s'appelle la guerre de l'opium et que l'économie chinoise, qui à l'époque était largement aussi importante que l'économie européenne, la première économie du monde, a été totalement déstructurée pendant des années. Et si vous regardez les structures industrielles qu'il y avait il y a encore 40 ans, la part des vieux pays industriels dans l'industrie mondiale était complètement exorbitante, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est un point quand même, je n'aime pas beaucoup le terme relocalisation. Non, les Chinois ne nous ont pas volé notre industrie. Bon. Ils ont émergé. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris pas toujours des méthodes correctes, mais fondamentalement, sur les questions d'énergie bas carbone, c'est l'échelle de production. Je prends juste l'exemple des panneaux photovoltaïques que je connais assez bien. Au milieu des années 2000, dans les 10 premiers producteurs mondiaux de panneaux photovoltaïques, il y avait un Chinois.
Il y avait des Allemands, il y avait des Japonais et il y avait quelques Nord-Américains. 15 ans après, même pas, oui, à peu près, 10 ans après, vous aviez 9 Chinois et un 10e qui était une entreprise mixte chinoise-canadienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Les Chinois ont complètement changé l'échelle de production. Oui. Et donc cette échelle de production a cassé les coûts. On a industrialisé un process. Sur l'éolien, on a encore des avantages compétitifs en Europe, malgré les difficultés conjoncturelles sur l'éolien aujourd'hui. On voit ce changement d'échelle de production à la taille des éoliennes. Vous voyez, une éolienne aujourd'hui fournit beaucoup plus de bon. Donc c'est vraiment ça qui joue. Alors je pense qu'effectivement la transition bas carbone peut s'accompagner de développement de filières beaucoup plus intégrées qui vont ramener, notamment en Europe, une partie d'actifs économiques dans les filières énergétiques. Surtout que l'Europe est le premier importateur mondial d'énergie fossile, si vous voulez. Donc, quand vous fabriquez de l'électricité dans le bassin parisien ou lorsque vous utilisez de l'hydrogène vert à Dunkerque pour faire des hauts fourneaux zéro carbone, ce n'est pas encore le cas, mais ça va être le cas, on a bien un rapatriement. Donc, je pense qu'il y a des leviers. Je pense que on doit se battre sur la Chine et surtout, ce qui est important, c'est de remonter à l'amont. Un exemple que je connais aussi, c'est les méga usines de batteries. Moi, j'ai introduit le grand débat public. Vous m'arrêtez quand je suis trop loin. J'ai introduit le grand débat public sur l'usine de Vouvrin dans le Nord, qui est une très belle usine. Bon, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de monter les batteries dans les Hauts-de-France. D'où viennent les matériaux? D'où viennent, vous savez, une batterie, c'est assez simple. Vous avez trois composants essentiels. Vous avez l'anode, la cathode et le liquide qui est entre les deux. Pour l'instant, ces trois composantes sont importées et sont fabriquées soit en Chine, soit en Corée, un petit peu au Japon. Donc il faut récupérer la valeur ajoutée là. Et puis je crois peut-être plus encore que l'enjeu de ces systèmes industriels, ce qui va être important, c'est l'enjeu territorial. Parce que les énergies de flux et surtout l'énergie solaire a un avantage incroyable, c'est sa modularité. Vous pouvez utiliser une cellule photovoltaïque pour remplir ce portable, et puis vous pouvez faire des fermes géantes de photovoltaïque qui ont plusieurs fois la puissance de, par exemple, le PR de Flamanville. Donc on peut moduler et on peut complètement intégrer beaucoup mieux ces systèmes en couplant de grands systèmes industrialisés pour la production de masse et puis des systèmes beaucoup plus adaptés aux conditions locales avec des filières courtes, etc. Donc là, il y a un enjeu énorme, si vous voulez, en termes de reconversion des territoires, et notamment des territoires ruraux ou des métropoles plus petites, qui sont souvent ceux qui perdent leur valeur ajoutée aujourd'hui. Il faut peut-être que je m'arrête, non? Oui. Non, on a encore... Voilà, on a encore un peu de temps. Et je réponds à vos deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore en prendre une, on a le temps. Non, ils n'ont pas de questions. Sinon, j'avais une question pour vous. Ah bah voilà, c'est gentil. Sinon, je peux continuer sans question. Non, j'avais une question très précise. Parce que vous aviez parlé du changement d'actifs, du déplacement d'actifs qu'il fallait faire pour désinvestir. Et vous avez dit, très justement, les actifs physiques, donc les infrastructures, ça va être très compliqué, ça va prendre du temps. Les changements humains, idem, avec les formations, ça va prendre du temps, ça va même probablement mettre en difficulté des carrières. En revanche, vous êtes passé très vite sur le déplacement d'actifs financiers, parce que vous avez dit qu'ils vont s'adapter. Je voulais savoir ce que vous pensiez alors ça doit faire 1 an ou 2 maintenant, que les institutions européennes ont commencé à mettre en place une taxonomie des actifs carbone. Je voulais savoir votre opinion dessus. Alors d'abord, la taxonomie des actifs carbone, l'enjeu de la taxonomie, c'est plus large que le climat. Ça concerne toutes les variables. On a commencé par le climat, mais bon. Je pense que cette taxonomie, est horriblement compliquée. Elle est horriblement compliquée parce qu'on a voulu justement mettre beaucoup de dimensions environnementales dans un outil. Et 2, elle pourra peut-être faciliter la connaissance, aussi bien par les investisseurs que par les émetteurs, du contenu des activités. Mais je crois que pour le climat, il y a un vice de forme fondamental.
C'est que ce qui fait les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas être dans un secteur d'activité ou l'autre. C'est un secteur d'activité plus des techniques retenues, plus des procédés industriels qui sont retenus. Par exemple, le secteur électrique, vous pouvez être le plus émetteur possible si vous fabriquez votre électricité avec du charbon, ou le moins émetteur possible si vous êtes sur des filières décarbonées. Donc, la difficulté de la taxonomie, c'est que c'est l'idée qu'en décomposant au plus fin les secteurs d'activité, on va avoir une meilleure connaissance de... Pour moi, les deux choses majeures qui font échanger, qui accélèrent le rythme en Europe, c'est le système d'échange des quotas de CO2, qui est le plus grand système de tarification du carbone fossile au monde. C'est un système qui est imparfait, mais depuis qu'on a mis une vraie contrainte, le prix du quota, il est au-dessus de 80 € la tonne. On ne fait pas du tout les mêmes choix que lorsque on ne paye pas le CO2. Et puis on va réformer l'un des grands vices de forme de ce système qui est la distribution gratuite des permis en les rendant payants. Ça va changer beaucoup de choses. Ce n'est pas un hasard. Si Arcelor, ça fait 20 ans qu'Arcelor m'explique qu'on ne peut rien faire sur la production d'acier primaire. Puis à partir du moment où le quota se rapproche de 100 € la tonne et qu'on met les quotas aux enchères, ils vous sortent de leur carton des projets industriels qui sont préparés. Donc ça marche, ça. Bon. J'étais du reste assez content qu'ils le fassent, parce que moi, ça fait des années que je suis persuadé que ces trucs fonctionnent. C'est pas que je suis plus intelligent que les autres, c'est que j'ai été regarder ce qu'ils font en Suède, dans les pilotes industriels. Je crois qu'il y a un deuxième levier d'accélération qui est important, qui est lié à la finance et qui n'est pas la taxonomie. C'est l'action des banques centrales. C'est l'action des banques centrales qui traitent le climat comme un risque. Vous savez, les financiers détestent le risque. Les financiers détestent le risque. Et il n'y a pas plus moutonnier que le système financier. Bon, Donc, lorsque les banques centrales disent, vous voyez, on va quand même faire des tests climatiques et on va voir les risques que prennent les différentes institutions financières, ça accélère les choses et ça rend les établissements financiers plus ambitieux sur ces questions-là. Alors, je vais terminer peut-être en citant une anecdote que je trouve assez amusante. Le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole vient de s'engager sur 20 milliards d'euros en soutien, en investissement direct dans les énergies de flux. Bon. Il y a 3 ans, à l'université Paris-Dauphine, CSL, parce que c'est pas CSL à côté Paris-Dauphine, c'est que nous on est dans le groupe. Et quand je dis pas CSL, après mon président m'écrit, il faut que tu mettes ton affiliation, donc je le dis. PSL, pardon. Alors, dans un colloque à Paris-Dauphine, il y avait le patron du Crédit Agricole à la même table et j'ai commencé mon exposé en disant jusqu'à présent, la finance n'a rien fait en matière de financement des énergies renouvelables. C'est les États qui ont pris tous les risques avec les prix garantis et puis quelques capitalistes non conventionnels comme Elon Musk ou d'autres qui étaient hors système. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, voyez-vous. Et donc aujourd'hui, le système financier effectivement contribue à ce passage à l'échelle parce qu'il n'a plus le choix. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. De toute façon, on n'a plus de temps. Donc, je vous rappelle que pour ceux qui veulent, il y a le bouquin à côté. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et alors, ça va être un exercice, je pense, plus symbolique qu'autre chose, parce que j'avoue que votre conférence était d'une concision et d'une clarté assez exemplaire. Donc, je vais faire ça relativement vite. Pour ce qui est de répondre à la question comment atteindre la neutralité climatique, vous nous avez donné votre point de vue d'économiste et chose assez rare pour être remarquée, vous avez très très bien fait le lien entre les questions physiques liées à l'environnement et les questions très pragmatiques de financement et de changement de l'économie qu'il faut mettre en place. D'où la dichotomie dont vous parlez dans votre livre, la distinction entre d'un côté le carbone fossile qui vient de nos systèmes énergétiques et que vous reliez directement à la transition énergétique qui n'est pas autre chose même s'il est absolument partout dans la société. Et puis de l'autre, le carbone vivant qui est là plus dans la relation de la société à l'environnement, avec d'un côté tout le système agroécologique et évidemment le reste des techniques, le reste des relations de l'homme à l'environnement, par exemple dans la gestion des forêts.
Et alors je vais surtout pas refaire tout l'exposé, mais c'était absolument passionnant de voir comment vous articuliez les deux mouvements d'investissement et de réinvestissement. Et finalement, je trouve que là où ça a été le plus pertinent, c'est de montrer les obstacles, en tout cas les enjeux qui sont soulevés par ces deux investissements, ces deux mouvements qui sont tout à fait contradictoires, comme vous l'avez montré, parce que effectivement, et je pense que c'est revenu dans beaucoup de conférences aujourd'hui, que ça soit autour du photovoltaïque qui est beaucoup arrivé ou de l'hydrogène, des conférences qui ont lieu sur l'hydrogène, un certain nombre de schémas mentaux présents aujourd'hui dans nos institutions, dans nos manières d'investir, et de manière générale dans nos économies, ont du mal à nous faire considérer le fait qu'il faut désinvestir, qu'il faut se retirer. Alors ça rejoint immédiatement tout un débat autour de la décroissance, voire même de sciences neurocognitives à base de est-ce que notre cerveau est programmé pour en vouloir toujours plus, ou est-il capable de se réfréner un petit peu pour avoir un environnement stable? C'est des questions qui mériteraient beaucoup plus que simplement 30 minutes. Mais en tout cas, c'était passionnant et merci beaucoup pour cette question. Vous nous avez donné un vaste plan pour atteindre la neutralité climatique. Je vous remercie.